Mercredi 1er juillet 2026, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal d'Oviva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce soir, une fillette de 12 ans domiciliée à un pays flou, un Boudrin, était recherchée depuis lundi dernier. Son corps a été retrouvé hier à Mbwanzbe. Selon sa famille, elle aurait été tuée avec une grande cruauté. L'enfant venait de réussir l'examen du CEPE. Elle était sortie de chez elle pour faire des courses, mais cette sortie s'est transformée en une douleur immense pour ses proches avec sa disparition. Reportage sur les images de Nzara Djianso. C'est un corps sans vie qui est revenu dans ce foyer. Sahal, une fillette de 12 ans, pleine de joie et d'espoir, avait quitté la maison lundi matin. Personne ne s'attendait à une telle issue. Elle était sortie pour faire des courses, puis elle a disparu. Sahal a été recherchée partout, des kilomètres ont été parcourus à pied et des appels à témoins ont été lancés sur les réseaux sociaux. Mais hier, en fin d'après-midi, vers 16 h, son corps a été retrouvé dans la zone d'Mbwanzbe, à l'est d'Indouaran Futsi. 20 km séparent le domicile d'où Sahal était partie et l'endroit où son corps a été retrouvé. L'examen médical du corps a permis d'établir que Sahal n'avait pas subi de violences sexuelles, mais qu'elle avait été tuée avec une grande cruauté. Sahal venait de réussir l'examen de CEPE il y a quelques semaines. Elle avait un avenir prometteur et rêvait de devenir enseignante un jour. Malheureusement, ses rêves et ses espoirs se sont brisés. Pour l'instant, la famille ne soupçonne personne d'être à l'origine de la mort de leur enfant. Dans la cour, les vêtements que Sahal portait pour la dernière fois flottent encore, comme un signe de deuil pour la famille et de quête de vérité dans cette affaire. Une enquête sur le meurtre de Sahal est ouverte. La suite de cette affaire est attendue et continuera d'être rapportée dans nos prochaines éditions. Passons aux actualités politiques. À la suite de la déclaration de la SADC, les partisans du pouvoir actuel ont multiplié les critiques à l'encontre de cette organisation régionale. Certains ont affirmé que la SADC inventait de toutes pièces les faits. D'autres sont soutenus qu'aucune des situations évoquées par la SADC n'existait à Madagascar. Mais sur quelle source d'information la SADC s'est-elle appuyée pour prendre sa décision? Les détails avec Radraman Zatouf. Quelques heures seulement après la publication du communiqué de la SADC, les soutiens du régime actuel ont lancé une vague de critiques contre cette organisation sur Facebook. Mais d'où provenaient réellement les informations ayant conduit à cette décision de la SADC? Voici l'explication donnée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de la SADC, lors de l'ouverture de la réunion. Le rapport de la mission de la SADC, qui a été reçu, servira de base pour orienter les solutions concernant Madagascar. Il permettra d'évaluer si le climat de stabilité se maintient et si Madagascar a respecté la dynamique nationale ayant permis la participation de toutes les parties. La SADC appelle particulièrement l'ensemble des acteurs, les autorités, l'opposition, la société civile ainsi que les jeunes à toujours placer l'intérêt national au-dessus de toute autre considération. La SADC réaffirme qu'elle continuera à suivre et à observer la situation dans le respect de ses principes fondamentaux. Ainsi, la décision de la SADC s'est fondée sur le rapport établi par sa mission spéciale chargée d'évaluer la situation à Madagascar. Cette mission a été conduite par l'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda. La délégation s'est rendue à 3 reprises à Madagascar. Au cours de ces missions, elle a rencontré l'ensemble des parties prenantes. Ces images montrent notamment leur soutien avec les dirigeants actuels. D'autres images illustrent leur rencontre avec certains acteurs politiques de l'opposition. Ici, il s'agit de leur échange avec des représentants de la société civile. Lors de leur dernière visite à Madagascar, Joyce Banda et sa délégation ont également rencontré en prison Saoundjarmalal Marie-Michel et Rina Rakutmang. Ces photographies ont d'ailleurs été diffusées par le ministère de la Justice lui-même. Il convient de rappeler que ces 2 responsables politiques sont des alliés du président Andry Rajoelina. Les conclusions tirées de l'ensemble de ces rencontres ont été compilées dans un rapport présenté aux chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres ayant participé au sommet extraordinaire de lundi soir. Comme le montre cette image, le colonel Michael Rangenirine a participé à cette réunion, accompagné du ministre malgache des Affaires étrangères. Toutefois, leur explication ne semble pas avoir convaincu les participants qui ont finalement demandé, dans leurs conclusions, la libération des responsables politiques emprisonnés par le régime actuel, l'ouverture d'enquêtes sur les arrestations jugées arbitraires, ainsi que la félicitation du retour des responsables politiques contraints de quitter le pays en raison des poursuites dont ils font l'objet.
Et les prisonniers politiques poursuivis pour des infractions pénales peuvent saisir les instances nationales et internationales. S'est-il prouvé et établi que les poursuites judiciaires engagées contre eux ont été utilisées comme instrument de répression en raison de leur opinion politique, de leur responsabilité politique ou de leur appartenance à une formation politique? Les détails sur les images de Yves Genel. La notion de prisonnier politique n'est pas définie dans les textes législatifs malgaches. Toutefois, il existe des critères clairs au niveau international concernant cette notion, ce qui permet aux juristes de proposer une définition simple du prisonnier politique. Les prisonniers politiques disposent de droits protégés conformément aux articles 9, 10 et 13 de la Constitution. La détention arbitraire en lien avec la protection des droits humains est également encadrée par les normes internationales. Ce juriste lance ainsi un appel concernant les poursuites injustes visant des acteurs politiques. Au regard de ces explications, pour quelles raisons précises les proches du président Andrzej, successivement envoyés en prison, sont-ils détenus et privés de liberté? Poursuivant dans la page économique, les entreprises franches à Madagascar font face à des difficultés selon le GEFP, le groupement des entreprises franches et partenaires. Environ 200 000 emplois directs seraient menacés. Ils appellent l'État à respecter les accords conclus avec les investisseurs et à mettre en place une concertation avant toute modification les concernant. Les détails avec Ruth Christel Rakoutou-Malal. Les entreprises franches figurent parmi les principaux piliers de l'économie malagasy. Selon les statistiques, elles représentent environ 20% du PIB de Madagascar et interviennent dans 15 secteurs privés, dont le textile qui occupe la première place avec 41% de leur activité. Pour ce seul secteur, Madagascar a exporté 45 800 tonnes en 2025, générant environ 2350 milliards d'ariars. Elle crée environ 200 000 emplois directs et des milliers de familles en dépendent. Cependant, selon le GEFP, ce système est aujourd'hui menacé. Ils affirment depuis 2023, les taxes et nouvelles obligations fiscales ont augmenté, tandis que la réglementation du secteur change fréquemment. Résultat, selon eux, la confiance des investisseurs diminue et les entreprises hésitent à développer leurs activités. Un autre problème soulevé par le GEFP est le retard dans le remboursement de la TVA par l'État. Cela complique la gestion de trésorerie des entreprises. Certaines sont contraintes de réduire leurs investissements, de diminuer leurs effectifs ou même de fermer lorsque les difficultés s'aggravent. Le GEFP rappelle que les salariés des entreprises ne sont pas les seuls concernés. Les transporteurs, fournisseurs, commerçants alimentaires, artisans et de nombreux autres acteurs économiques dépendent également de l'existence des entreprises franches. Une baisse de la production aurait donc un impact sur toute l'économie. Le groupement rappelle également que la loi 2027-037 vise à garantir la stabilité fiscale afin de rassurer les investisseurs. Selon eux, les récentes modifications apportées aux lois de finances ces dernières années pourraient aller à l'encontre de ce principe. Concernant le rôle du Fonds monétaire international, le GEFP estime que les décisions ne doivent pas se limiter à des considérations purement financières. Il peut également prendre en compte la valeur de l'emploi, les revenus des ménages, la contribution des entreprises aux impôts et à la protection sociale, ainsi que leurs impacts sur l'économie globale. Enfin, le GEFP souligne qu'il ne réclame pas des privilèges particuliers. Il soutient la lutte contre la fraude et le respect de la loi, mais demande un dialogue et une concertation avant l'application de nouvelles mesures. Le délai de dépôt de la déclaration relative aux droits de communication pour l'exercice 2025 est prolongé jusqu'au 31 juillet selon un communiqué publié hier par la Direction générale des impôts. Ce dispositif vise à renforcer la transparence et à lutter contre la fraude fiscale. Il concerne les personnes morales. Toujours un reportage de Ruth Christel Rakoutou-Malal. Le droit de communication n'est pas un nouvel impôt. Il s'agit d'une obligation prévue par la loi qui confère à l'administration fiscale le pouvoir de demander les informations et les documents nécessaires à la vérification et au contrôle des déclarations fiscales.
Conformément aux dispositions de l'article 4-8 du Code des procédures fiscales, l'administration fiscale peut exiger la présentation des livres comptables, des factures, des contrats ainsi que tout autre document utile dans le cadre d'un contrôle fiscal. Dans la pratique, les entreprises concernées doivent transmettre la liste de leurs achats, de leurs ventes, des prestations réalisées, des immobilisations acquises, ainsi que des paiements effectués auprès de leurs partenaires commerciaux. Ces informations permettent à l'administration de croiser les déclarations des vendeurs et des acheteurs afin de détecter plus facilement les incohérences ou d'éventuelles fraudes. Le dépôt de la déclaration au titre du droit de communication est entièrement gratuit. Aucun paiement n'est exigé. En revanche, une entreprise qui ne respecte pas cette obligation ou qui transmet des informations incomplètes ou inexactes s'expose à des sanctions ainsi qu'à un contrôle fiscal conformément aux dispositions légales. Selon le communiqué publié hier par la Direction générale des impôts, les entreprises concernées disposent désormais jusqu'à la fin du mois de juillet pour effectuer leur déclaration au titre de l'exercice 2025. Dans un tout autre sujet, partant un tir à baie dans la page culturelle, 358 orateurs de la promotion Loarane de l'Infipima d'un tir à baie ont reçu samedi dernier l'étoffe symbolisant leur statut de pikabar ou orateur traditionnel malagasy ainsi que leur diplôme délivré par le siège national de la FIMPIMA. Par ailleurs, 89 personnes ont été admises comme membres permanents et ont reçu l'étoffe officielle de la FIMPIMA. Cela témoigne de la vitalité et de l'intérêt croissant pour l'apprentissage du kabar et notamment en matière de promotion des valeurs et de la culture malagasy. Reportage de James Orangian Armanan. Une marche est partie de la maison des jeunes d'Antienakil à travers la ville et s'est achevée devant le monument commémoratif afin de marquer la sortie de la promotion Loarane de l'association des orateurs malagasy au FIMPIMA d'Antirabé samedi dernier. Ces apprenants ont suivi une formation de 8 mois et ont réussi les épreuves écrites et orales organisées en mai et au début du mois de juin. À cette occasion, ils ont reçu l'étoffe de leur promotion en tant que pikabar ainsi que leur diplôme délivré par le siège national de la FIMPIMA. Les diplômés proviennent de 9 sections d'Antirabé. Ils regroupent aussi bien des hommes que des femmes, allant de débutants jusqu'aux stagiaires avancés. La cérémonie a également été marquée par l'admission de nouveaux membres permanents qui ont reçu l'étoffe officielle de la FIMPIMA. Cette forte participation montre l'apprentissage du kabar et suscite un réel engouement, mais aussi à la contribution à la préservation des valeurs ainsi que la culture malgache. Au total, 358 personnes composent la promotion Loarane, officiellement diplômée cette année, tandis que 89 autres ont été intégrées comme membres permanents. Ont ainsi assisté à cette cérémonie des représentants du siège national de la FIMPIMA, le président de la section de Touamas, également président de la commission chargée du Congrès national, plusieurs autorités locales d'Antirabé, ainsi que les membres du bureau provincial et l'ensemble des formateurs. La section FIMPIMA d'Antirabé participera activement aux festivités prévues à Antananarivo, ainsi qu'au Congrès national qui se tiendra à Mahajanga du 27 juillet au 2 août prochain. Parlons sport à présent, les Bleus se sont imposés face à la Suède sur le score de 3-0. Kylian Mbappé a inscrit un doublé tandis que Bradley Barcola a complété le score. Ainsi, Mbappé compte déjà 6 buts dans ce mondial 2026 à égalité avec Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs. Michael Olise mène quant à lui le classement des passeurs. Il totalise jusqu'ici 5 passes décisives dans la compétition, dont 2 réalisées aujourd'hui face à la Suède. La France se qualifie donc pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 où elle affrontera le Paraguay. La Côte d'Ivoire a également été éliminée en 16e de finale hier soir après sa défaite face à la Norvège sur le score de 2-1. Ainsi, le Brésil affrontera la Norvège en 8e de finale. Dans la suite des actualités à l'international, en France, le Premier ministre et les écologistes ont bataillé hier mardi à l'Assemblée nationale sur les décès dus à la canicule et à la politique d'adaptation du gouvernement face au changement climatique, les députés verts annonçant le dépôt d'une motion de censure. France 24. Monsieur le Premier ministre, la canicule de 2026... À l'occasion des questions au gouvernement, le ton a été vite donné à l'Assemblée nationale. Sous votre gouvernement, la canicule s'est transformée en violence politique. Très remontée contre le locataire de Matignon, la chef de file des écologistes dans l'hémicycle accuse. Selon elle et plusieurs élus de son camp,
La canicule historique qui a récemment sévi en France a fait 10 000 morts, loin du millier de décès supplémentaires recensés par Santé publique France à la même époque l'an dernier. Et c'est tout le problème entre visiblement irrité, le Premier ministre Sébastien Lecornu conteste fermement le bilan avancé par les Verts et il assume sortir de ses gonds. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts, sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, Madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Passe d'armes musclées donc, pas de quoi freiner les écologistes. Ils ont déposé une motion de censure et demandé la mise en place d'une commission d'enquête sur la gestion de la canicule par l'exécutif. Un épisode de chaleur extrême qui a mis en lumière les retards de la France en la matière. Après les séismes meurtriers au Venezuela, la population et les secouristes se mobilisent pour retrouver morts et survivants. À la Guajira, les habitants fouillent les décombres à la recherche de leurs proches. France 24. À la Guajira, zone la plus touchée par le séisme au Venezuela, des dizaines d'immeubles se sont totalement effondrés. Vous cherchez qui? César Silva, mon père. Je dois le chercher ici au 6e étage. Ça, c'est la machine à laver. Je veux le trouver. Ça fait 4 jours que je le cherche. Au péril de leur vie, sur des tas de gravats instables, des Vénézuéliens viennent eux-mêmes chercher les corps de leurs proches disparus. Ce que je veux, c'est le voir, qu'il soit vivant ou mort, pour être tranquille. Je cherche un cousin qui s'appelle Yousmar et son petit-fils. Mais on me dit que tout l'immeuble s'est écroulé de haut en bas et qu'ils sont tout en dessous. Aidés par les secouristes, les familles s'entraident pour tenter de sortir leurs morts des décombres. On s'organise avec tous nos voisins pour les chercher. Avec les équipes de la protection civile, la police, on tente de sauver au moins les âmes de nos proches que nous avons perdus, nombreux. J'ai réussi à sortir ma femme et mon fils de 13 ans. Ils ont été écrasés par un pilier. Moi, je cherche un proche qui m'a appelé pour l'aider. Je suis venu de loin. Il m'a dit qu'il était ici et qu'il fouillait les décombres. Il a réussi à localiser l'étage où se trouvait ma tante, qui est là ensevelie. Elle s'appelle Lucia Suarez. Elle vivait dans quelle tour? Dans la tour qui faisait l'angle, la 27. Ici, des sauveteurs mexicains extraient une victime. Plusieurs jours après le séisme, l'air est chargé des odeurs de corps décomposés. Certaines dépouilles sont reconnues sur place par leurs proches, d'autres, encore anonymes, seront identifiées à la morgue. Des secouristes de plus d'une vingtaine de pays sont arrivés au Venezuela pour venir en renfort des secouristes vénézuéliens. Pour l'heure, les recherches continuent 24 heures sur 24, jour et nuit. Un peu plus loin, la consigne est de faire silence. Frappe 5 coups, Valentina! Là, ils essaient de secourir une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Valentina. Hier, à 8 h du soir, on a entendu un cri. On pense que c'est elle. Ils utilisent des chiens et des caméras thermiques pour voir si elle est toujours en vie. Mais près d'une semaine après le séisme, les chances de retrouver des survivants sont infimes. Et aux États-Unis, le gouvernement américain a levé les restrictions contre l'intelligence artificielle anthropique. Elle avait été contrainte de couper l'accès à ces deux modèles les plus puissants, Claude, Fable 5 et Mythos 5, car Washington disait avoir détecté des failles dans sa cybersécurité. Ce retrait forcé, une première pour un gouvernement, avait suscité une vague de critiques dans le monde, ravivant les débats sur la souveraineté numérique des pays dépendants des technologies américaines. France 24. Après avoir interdit leur technologie et les avoir qualifiés de tarés de gauche, Donald Trump semble avoir changé d'avis au sujet d'Anthropic.
Considérez-vous Anthropic et dans une certaine mesure son PDG Dario Amodei comme une menace pour la sécurité nationale? Eh bien plus maintenant. Mais il y a une semaine peut-être. J'étais avec lui hier. Il a l'air d'être un type bien. Un type intelligent. Son administration a désormais levé les restrictions pesant sur la dernière technologie de cette entreprise de pointe en intelligence artificielle. Ces modèles d'IA, Mythos et Fable, avaient été bloqués dans le monde entier mi-juin, Washington en interdisant l'exportation pour des raisons de sécurité nationale. Mythos est accessible à des clients issus des secteurs de la cybersécurité et des administrations publiques plutôt qu'au grand public. Il s'agit du modèle d'IA le plus puissant jamais conçu par l'entreprise. Il excelle dans la détection de failles logicielles, ce qui lui confère une importance stratégique pour les États-Unis et d'autres gouvernements. Finalement, dans une lettre, le secrétaire au commerce Howard Lutnick affirme qu'Anthropic a pris des mesures en étroite coordination avec le gouvernement pour répondre aux risques. Anthropic a accepté de travailler avec diligence avec le gouvernement américain sur les protocoles, les normes et les modalités de lancement concernant Mythos, Fable et les futurs modèles. L'administration et Anthropic étaient en désaccord depuis l'incursion américaine au Venezuela en janvier, moment où un différend a éclaté concernant l'utilisation de ces outils par l'armée. Washington souhaite pouvoir utiliser l'IA américaine à sa guise, mais Anthropic refuse que ces modèles soient utilisés pour des armes autonomes létales ou pour la surveillance intérieure. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite du programme. Très bonne soirée à tous. Au revoir.